Souvenez-vous, quand je parlais de la crise de l'euro, on me tombait dessus. On essayait de me décrédibiliser. On m'a moqué. Il n'y avait aucun problème avec l'euro, me disait-on, contre tout bon sens et contre l'analyse de dizaines d'économistes. J'ai tenu bon. Difficile aussi d'imposer ce débat dans certains médias très frileux, qui, contrairement à ce qu'on voit en Allemagne depuis de longs mois, déjà, donnaient systématiquement la parole au même camp, à celui des économistes habitués des plateaux de télévision qui se sont toujours trompés, qui n'ont jamais rien vu venir, qui la plupart du temps sont liés par des contrats d'ailleurs à des grandes institutions financières et bancaires, mais qu'on invite et réinvite ad nauseam. Là aussi, je me félicite de voir les choses bouger un peu depuis quelques semaines. On voit que le débat sur l'euro commence à poindre dans la presse et les médias. Je m'en réjouis. Et je vous l'annonce, en 2012, je ne serai pas en reste. En permanence, je lancerai des idées, des propositions. J'exprimerai la cohérence de mon projet pour la France quand les autres candidats ne proposent rien ou se contentent d'un catalogue de mesurettes défraîchies. Je ferai apparaître le vrai, le seul choix de cette présidentielle, celui du modèle économique, celui du modèle de société, la nation ou le mondialisme. Votre rôle est donc crucial, mesdames et messieurs les journalistes. Les Français comptent sur vous pour faire de cette élection un grand moment démocratique, un vrai moment de débat et de confrontation des points de vue. Je forme des vœux tout particuliers à l'adresse du Figaro et de Libération, ces titres prestigieux méritant mieux en 2012 que de devenir de vulgaires tracts respectivement de l'UMP et du PS. Je vous souhaite donc une excellente année, libre, vivace, audacieuse. Et j'espère que vous pourrez sauver votre profession et rétablir le lien de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs médias. Cette année, vous le disiez, sera riche de débats. Je pense qu'elle nous permettra d'aller au fond des choses, contrairement, il faut bien le dire, au spectacle donné en ce début d'année d'un concours de polémiques indignes et puériles entre l'UMP et le PS à coups d'insultes dignes d'une cour de maternelle. Le fond des choses, c'est bien sûr la question de la crise systémique que nous subissons. Crise économique et sociale de très grande ampleur, qui sera le débat principal de cette élection présidentielle. Et les Français jugeront les candidats à l'aune des solutions qu'ils seront en mesure de proposer. Pour ma part, je le dis et le dirai avec beaucoup de force et d'énergie, on ne posera pas correctement la question de la crise et de la désindustrialisation qui en est le corollaire dramatique si on ne prend pas à bras-le-corps le problème du libre-échange et du protectionnisme. À ce titre, je vous avoue que le comportement des centrales syndicales qui multiplient les invitations à destination de tous les candidats, sauf moi, démontre que leur opposition au système ultralibéral est un combat de baudruche. Heureusement, les ouvriers qui, dans les intentions de vote, sont plus de 40% à me faire confiance, bien devant tous les candidats du système, ont compris. Je ne serai pas la candidate des pipeaux magiques, ceux dans lesquels il suffirait de souffler pour que d'un coup la France se réindustrialise et se mette à produire et à consommer français. Utiliser la réindustrialisation comme un vulgaire thème de campagne et se contenter de slogans électoraux qui sonnent bien, c'est mentir aux Français. C'est d'autant plus mentir aux Français quand on a mené une politique par ses votes et par ses actes qui nous a désarmés face à la mondialisation, qui nous a précipités dans le piège d'une Europe de Bruxelles ultralibérale et qu'on a toujours fait le choix de l'ouverture totale des frontières à tous les vents de cette mondialisation. Les candidats du oui à la Constitution européenne de 2005, du oui au traité de Lisbonne, du oui à Maastricht, bref, les candidats du renoncement et de l'écrasement économique et social de la France n'ont aucune crédibilité sur la question de la crise et de la réindustrialisation. Ils sont aujourd'hui engagés dans une démarche strictement électoraliste, insincère, qui vise à duper des Français dont ils sous-estiment totalement la perspicacité.
Avec eux, c'est un gant de range permanent. La trahison succède toujours aux promesses. Alors oui, je le dis, je suis et je serai la seule et unique candidate de la nation, du protectionnisme et de la réindustrialisation. J'ai développé longuement les thématiques économiques et sociales depuis des mois. En présentant mon projet économique, je vous le rappelle tout de même, dès le mois d'avril 2011. Projet qui, vous l'admettrez, s'est vérifié depuis. En multipliant au printemps et à l'été les conférences de presse thématiques sur les questions économiques et sociales. Et enfin, en détaillant mon projet pour la France le 19 novembre dernier. Écoutez, j'ai beau chercher, parmi les autres grands candidats, j'avoue que je ne vois rien de semblable. Nous nous retrouverons d'ailleurs la semaine prochaine pour la présentation de mon plan de désendettement pour la France et la présentation du chiffrage de mon projet. Les autres se paient de mots, font le grand écart entre leurs discours et leurs actes et n'ont aucun projet présidentiel, aucune proposition sérieuse. Le protectionnisme, j'en ferai le cœur de mon projet de réindustrialisation, parce qu'il règle le vrai problème, celui de la concurrence déloyale que nous livrent certains pays. Les protections aux frontières seront un outil essentiel du réarmement face à la mondialisation que je préconise et viseront à mettre notre pays à niveau. À l'heure où le journal Le Monde le rappelait dans une récente édition, les pays du monde entier épousent le protectionnisme pour soutenir et stimuler leur industrie et l'emploi, notamment d'ailleurs en Amérique du Sud. Eh bien, la France ne doit pas rater le train et rester sur le bord du chemin. La France ne doit pas rester isolée dans une politique et une idéologie du libre-échange coincée dans une Europe de Bruxelles qui ne cesse de ressasser ses vieilles rengaines et ses obsessions ultralibérales. La France doit être conquérante, dynamique. Elle doit revenir dans le jeu des nations, se donner les moyens de sa réindustrialisation. Le protectionnisme se fera bien sûr à l'échelle nationale, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre indéfiniment des protections européennes, qui d'ailleurs ne régleront pas tout, car pas en mesure notamment de lutter contre la concurrence déloyale venue d'Europe de l'Est, et qui surtout ne viendront jamais, en raison du refus allemand et de l'interdiction posée dans les traités que tous les autres candidats ont soutenu, soutiennent et soutiendront toujours. Ce protectionnisme prendra la forme de normes plus strictes, de quotas d'importation et d'écluses douanières ciblées selon les produits et les pays. Il ne s'agira pas bien sûr d'établir des droits de douane sur toutes les importations. Ils cibleront les pays qui exercent une concurrence déloyale sur les plans social, sanitaire et environnemental. Nous sommes favorables à la concurrence, à condition qu'elle soit loyale. Ce protectionnisme s'inscrira dans la planification stratégique de la réindustrialisation que je propose, avec l'État stratège comme fer de lance. L'exemple sud-américain, le Brésil et l'Argentine notamment, m'intéresse beaucoup. On y voit des économies plus petites que la France, 5e puissance mondiale, je le rappelle, se protéger pour soutenir leur industrie, leur usine et l'emploi. Bien sûr, ce modèle, je fais aussi une proposition très concrète dans le cadre de ce protectionnisme intelligent. La mise en place d'une taxation de 35%, puisqu'il s'agit du taux maximal autorisé par l'OMC, ça permet de la mettre en place immédiatement, des prestations de services délocalisées, dont de plus en plus de grandes entreprises françaises usent et abusent. Centres d'appel téléphoniques, comptabilité, services informatiques, conseils sont ainsi délocalisés au Maroc, en Tunisie, en Inde, comme par exemple la SNCF qui a délocalisé une partie de ses services informatiques en Inde il y a quelques mois. Comme dans l'industrie, nos travailleurs français du secteur des services sont jetés au chômage, au bénéfice d'une délocalisation exponentielle de ces prestations de services. À l'instar de la production, les prestations immatérielles, les prestations de services n'ont ainsi aucune raison d'échapper au protectionnisme nécessaire pour protéger les salariés de ces secteurs. La base de cette taxation sera la déclaration d'échange de services à laquelle sont tout nouvellement soumises les entreprises françaises. Il est temps d'agir concrètement, de sortir des brumes de l'idéologie du libre-échange et de faire résolument le choix d'un protectionnisme pragmatique.
patriotisme économique, mais aussi par l'intermédiaire de la priorité nationale, patriotisme social. Il est temps de prendre des mesures énergiques, car je ne me résous pas au chômage de masse, à la baisse des salaires, à l'écrasement des pensions. Nos jeunes, trop souvent au chômage aujourd'hui, seront les premiers bénéficiaires de ce protectionnisme, de la réindustrialisation, parce qu'ils sont immédiatement disponibles, désireux de travailler et de prendre leur indépendance financière. Cette campagne, vous le voyez, sera donc une œuvre de vérité, en tout cas en ce qui me concerne. Et la première des vérités consiste à dire la réalité de la situation aux Français, au-delà des mots et des postures électorales auxquelles le gouvernement Sarkozy nous a habitués. Sur la question de l'immigration notamment, il faut dire la vérité aux Français et sortir de la communication permanente des spécialistes de la publicité mensongère. Vous savez, M. Guéant et la droite populaire en tête. Alors disons la vérité du bilan sarkozyste, il est très lourd. Patriotes courageux, des fonctionnaires m'ont adressé à nouveau le bilan à la fin novembre 2011 des chiffres de l'immigration légale en France. Je les ai, vous ne les avez pas, ce qui démontre qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à faire en matière de transparence. Je vais donc en informer les Français. Car Claude Guéant se contente toujours de mots, mais ne dit jamais rien sur les résultats réels et chiffrés de sa politique. Immigration familiale. 76 321 à la fin novembre 2011, contre 75 676 à la même période en 2010, soit une nouvelle hausse de 0,9%. Je rappelle que 2010 avait déjà été l'année record de l'immigration en France, avec 203 000 titres de séjour distribués au total, soit 78% de plus qu'en 2000 sous Lionel Jospin. 2010 était déjà une hausse de plus de 10% par rapport à 2009. Eh bien, la hausse se poursuit, en contradiction flagrante avec tous les discours de campagne, toutes les promesses du tandem Sarkozy-Guéant. Plus intéressant encore, l'immigration professionnelle, explicitement ciblée par le pouvoir sarkozyste dans les discours depuis des mois et des mois. Eh bien, que voit-on? Une nouvelle hausse par rapport à 2010 de 3,34%. 30 314 à la fin novembre 2011 contre 29 332 un an plus tôt. Ainsi, alors que le chômage explose, comme jamais, on accroît encore l'immigration de travail. C'est aberrant. Et les Français seront probablement heureux de l'apprendre. Enfin, l'asile connaît l'augmentation la plus significative. 11 302 à la fin novembre 2011 contre 9 178 en 2010, soit 23,14% de progression. Voilà la vérité et le bilan sarkozyste en matière d'immigration. Une explosion des chiffres comme jamais. Cela n'étonnera pas en réalité quand on sait que le pouvoir sarkozyste est étroitement lié aux puissances d'argent et aux grands patronats qui sont les premiers demandeurs d'immigration pour faire pression à la baisse sur les salaires en France. Pour conclure, permettez-moi de revenir au sujet qui nous intéressait en début de conférence, la question démocratique. C'est vrai, je préfère 1000 fois parler des sujets qui préoccupent les Français et sur lesquels j'ai des solutions qui vont au fond des choses. Mais je dois la vérité aux Français. En ce début d'année 2012, je suis loin du compte en ce qui concerne les parrainages de maires nécessaires pour être candidate à l'élection présidentielle. Si les choses continuent à ce rythme, je risque de ne pas pouvoir être candidate en avril prochain. Cette vérité, les Français doivent la connaître. Je suis obligé d'alerter à nouveau, parce que les vieux partis UMP et PS ont manifestement exprimé la volonté de cadenasser le système. D'ailleurs, l'appel de Jean-François Copé aux élus UMP pour qu'ils ne parrainent que le candidat de l'UMP, suivi de près par un appel identique émanant du Parti socialiste, sont très révélateurs de l'état d'esprit antidémocratique de la caste au pouvoir. Ils veulent rester entre eux. Ils ont peur du peuple. Ils refusent de changer les règles d'un système absurde qui étonne dans le monde entier, que les maires ne supportent plus et qui se traduit aujourd'hui par une véritable grève de ces mêmes maires
qui ne veulent plus signer pour personne, tant que l'anonymat des parrainages n'aura pas été rétabli. Vous savez que je dis la vérité, puisque tous les grands journaux ont publié des interviews de maires qui ne disent pas autre chose que cela. J'en appelle donc une nouvelle fois au pouvoir, et notamment aux parlementaires, pour qu'ils réforment au plus vite le système des parrainages. Il leur reste jusqu'à fin février, pour qu'ils assurent une réforme rapide et consensuelle, l'anonymat. Même si j'ai peu de confiance et que c'est la raison pour laquelle nous avons saisi le Conseil d'État et bientôt le Conseil constitutionnel sur la gravité de cette situation. J'en appelle aussi aux maires pour qu'ils assurent cette formalité administrative qui consiste à permettre à un candidat qui rassemble des millions de Français de pouvoir participer à cette élection présidentielle. Les maires ont une responsabilité énorme entre leurs mains. Assurer ou non le maintien de la démocratie en France et donc la liberté de notre peuple. Priver ou non de droit de vote 20% des Français, peut-être même plus, au premier tour de la présidentielle. Je comprends leur agacement face à un système dévoyé, dénaturé, qui ne leur apporte que des ennuis, des pressions, des critiques. Mais plutôt que de se venger sur les responsables et les partis politiques qui ont mis en place ce système et qui le laissent perdurer pour assurer cyniquement leur mainmise sur le pouvoir, leur grève, celle des maires, pénalise en réalité ceux qui sont aussi les victimes comme eux de ce scandale démocratique. Car, permettez-moi tout de même d'ajouter que si cette situation est scandaleuse pour les petits candidats, elle est gravissime pour la seule candidature capable aujourd'hui d'être au second tour de l'élection présidentielle et d'être élu président de la République. J'en appelle à l'esprit républicain de tous nos responsables, de tous nos maires, de tous nos élus, de tous les Français. Si je ne pouvais pas concourir à l'élection présidentielle, il est évident que nous ne serions plus en démocratie et que le président élu serait parfaitement illégitime. On imagine les conséquences incalculables d'un événement aussi grave et les conséquences européennes et mondiales sur l'existence même des valeurs que porte la France depuis des siècles. Je vous remercie.